L'aube pointait à peine sur le camp de Boulogne-sur-Mer, et déjà une brume épaisse s'élevait de la Manche, se mêlant à la fumée des feux de camp qui s'éteignaient peu à peu. François Chalon, chasseur de l'armée française, avait veillé depuis 4 heures du matin sur ses camarades, du haut de sa tour de garde. De là, il observait au loin les abruptes falaises d'Angleterre qui se détachaient de l'horizon. Petit à petit, la nuit touchait à sa fin. Les hommes, réveillés par le clairon et un coq au lointain, commencent leur journée comme tout bon soldat qui se respecte. La toilette personnelle, bien sûr, mais aussi l'entretien de sa couche et la préparation du matériel qu'il va utiliser pour la journée. Qui va chercher de l'eau? Oui, madame. Juin 1805. Dans l'impressionnant camp de Boulogne-sur-Mer, l'empereur Napoléon Bonaparte a réuni en 2 ans plus de 60 000 soldats. Tous se préparent au débarquement en Angleterre, un plan imaginé par l'empereur afin de soumettre la perfide Albion qui sans cesse finance les ennemis de la France. En effet, depuis la Grande Révolution, l'Angleterre reste le seul pays qui a continuellement été en guerre avec la France révolutionnaire. Ainsi, pour défendre la nation, des citoyens venus de toute la France sont engagés dans l'armée des côtes de l'océan et attendent impassiblement le feu vert de l'état-major pour embarquer sur des barques et des frêles esquifs en direction de l'Angleterre. Une fois là-bas, la modeste armée terrestre britannique ne pourra pas résister bien longtemps. C'est en tout cas ce que pensent tous les soldats qui attendent ici. Sur son promontoire, François observe les côtes d'un pays qui a enlevé ses 2 frères marins dans de terribles affrontements au large des Antilles. En réalité, avoir perdu quelqu'un de la famille, c'est un peu normal pour tous ceux qui vivent ici, dont les familles sont impactées par les nombreux conflits qui existent depuis la Révolution. Mais pour l'heure, le ventre de François crie famine. Et ça tombe bien, le lieutenant vient de faire sonner la relève. Le chasseur d'infanterie légère, maintenant descendu de son nid de pie, rejoint un feu de camp proche de sa tente, où quelques soldats partagent une miche de pain dur et une gourde d'eau bien fraîche. Un caporal, le visage buriné et sévère, les observe en silence, en aiguisant sa baïonnette. Encore un jour d'attente, hein, citoyen Chalon. Lance un jeune tambour qui peine à masquer son impatience. Chaque jour passé sur ce camp est une opportunité de tomber malade à cause du froid et de l'humidité. François hausse les épaules avant de se diriger vers le garde-manger. L'alimentation du soldat est un sujet primordial selon Charles Réversez, historien spécialisé dans le nord de la France sous le Premier Empire. Le soldat du camp de Boulogne et des camps annexes mange principalement de la soupe de légumes que l'on mijote avec de la viande qui est bouillie au départ. C'est plus facile à digérer pour éviter les troubles gastriques. Déjà que dans ces camps-là, la maladie sévit un peu partout. S'il y a moyen d'éviter d'autres problèmes physiques, on applique justement ce type de cuisson. Le soldat mange à peu près 1 fois par jour. Donc c'est souvent entre 10h du matin et midi. Il est très rarement pleinement rassasié parce que finalement seuls les officiers ont le privilège d'avoir un repas au soir. Souvent le soldat doit se contenter de ce qu'il mange à midi, c'est-à-dire de la viande bouillie qui n'est pas souvent de très bonne qualité. Du pain noir, ce que les soldats appelaient le pain de munition, c'est-à-dire un pain de seigle qui donne un goût acide très désagréable. Un peu de pain blanc de froment de soupe. De temps en temps du lard fumé, à peu près 200 grammes. Ou du riz, sachant que le soldat reçoit ses vivres de campagne journellement. Alors le soldat reçoit 750 grammes de pain par jour, que les soldats vont tenter de rendre la consommation plus agréable. On a un certain Élie Brun-Lavenne, qui d'ailleurs est lillois de naissance, alors qu'il a 15 ans, est au sein du camp de Boulogne en tant que musicien. Il explique que tous les matins, avec cette eau de vie, on arrosait le pain sec pour, le rendre plus agréable en bouche, quoi. Ça devait pas non plus être
très goûtu, mais finalement le soldat à l'époque, il faisait un peu comme il pouvait. Il peut également, lorsqu'il est bien payé, ce qui n'arrive pratiquement jamais, le soldat du rang est très mal payé, mais si vous avez des moyens pécuniers un peu plus conséquents, vous pouvez vous rendre dans les marchés aux alentours pour notamment acheter des légumes frais et des pommes de terre. Ou alors aussi, c'est un phénomène qui se développe dès mars 1805 dans les différents camps, la mise à disposition aux compagnies d'anciens jardins pour les transformer en potager, afin que les hommes puissent cultiver et avoir des légumes sans payer le moindre centime. La pratique de la pêche était pas très commune. Il faut comprendre que le soldat napoléonien n'est pas très familier avec le monde de la mer. Les soldats ont des cours de natation et ce sont souvent des moments très désagréables pour eux. On a énormément de témoignages d'anciens soldats. On a des soldats qui, pour être rassasiés, faisant ce qu'ils peuvent, ramassent des coquillages, par exemple, sur la plage, qu'ils vont ensuite mélanger avec des pissenlits. Ce sont des pratiques qui ont pu avoir lieu et qui n'étaient en aucun cas des phénomènes globaux. Évidemment, il y a des soldats qui, lorsqu'ils doivent partir au régiment, ils peuvent ramener avec eux, des produits de chez eux qu'ils ont emportés, mais ça reste toujours, au bout de quelques jours, ça a été consommé. Après avoir pris son petit déjeuner, François récupère son pactage et s'en va sur les berges, là où l'armée construit peu à peu l'impressionnante armada de barques et de chaloupes nécessaires au débarquement en Angleterre. Amenez les planches. Attention les gars. François n'est pas menuisier ou charpentier de métier, mais il avait appris les rudiments de ses travaux avec son oncle Lucien. Il gardait un bon souvenir de ce passionné de la mer, mort trop tôt dans les grandes plaines de l'Est face aux troupes autrichiennes pendant la Révolution, la fameuse. C'est un peu pour l'honorer que chaque jour François se porte volontaire et use son dos et ses mains à manier le maillet sur le chantier naval. Il donne de tout son être sur la construction de ces frêles esquifs, car il sait que demain, ce seront ses camarades qui les utiliseront, peut-être lui-même. Il faudra alors qu'elles soient solides pour résister aux vagues de la Manche, aux navires de première ligne de la Royal Navy et aux canons côtiers de Douvres. Mais François fait bien attention à ne pas trop en faire devant les officiers. Il ne veut surtout pas être muté dans la marine, où les conditions de vie sont terribles. La fin de la matinée approche, et François a encore tant de choses à faire. Il rassemble ses armes et part en direction du camp. Comme pour tous ses amis, la vie peut être longue lorsqu'on vit dans un camp temporaire comme celui de Boulogne-sur-Mer. Heureusement, en dehors des obligations militaires, les soldats peuvent se divertir de bien des manières. Alors, on peut dire qu'il y avait deux types d'activités, les activités en solitaire et les activités collectives. Déjà, ce qui revient souvent quand on parle de la vie quotidienne du soldat, quelle que soit l'époque, c'est évidemment la pratique du jeu. Alors à cette époque-là, le jeu est fortement déconseillé par les officiers, notamment quand ça mélange argent et alcool. On a plusieurs types de jeux de hasard, notamment quand on s'intéresse aux travaux archéologiques du camp de Boulogne et des camps annexes. On a retrouvé énormément de dés en matière d'os animal. Après, pour les activités en solitaire, il y avait la consommation de tabac. Alors, la consommation de tabac n'était pas accessible à tous les soldats parce que, à l'époque, une pipe, ça coûte cher. Et du coup, la consommation de tabac était finalement réservée qu'aux troupes d'élite, par exemple. Dans les peintures et tableaux, ce sont souvent des grenadiers de la garde impériale. Donc, il y a la consommation de tabac, il y a la sieste, le repos. Il y a également l'écriture, parce qu'on parle beaucoup du poilu de 14-18 qui écrit à sa femme et ses enfants depuis le fin fond d'une tranchée de la Somme. Mais le soldat de l'époque écrit également. Enfin, le soldat napoléonien écrit également. En tout cas, il essaye de ne pas s'ennuyer. Quand vient l'ennui, vient l'envie de s'évader, l'envie de déserter. Il y a aussi l'arrivée de la nostalgie, cette forme de dépression qui touche le soldat qui était arraché à son foyer. D'ailleurs, il y a plusieurs autopsies de soldats qu'on décrit comme étant morts de nostalgie. L'idée, c'est que le soldat puisse s'occuper. Et s'il ne peut pas s'occuper par lui-même, eh bien, justement, c'est le rôle des officiers, c'est les soldats, il faut les occuper. Et là, on peut aborder peut-être une autre dimension de la vie du soldat, qui est sa vie sexuelle. Le soldat de base fréquente les milieux de prostitution. Finalement, ce sont deux déracinés, la prostituée et le soldat. Mais, on va dire, les permissions ne sont pas très nombreuses en réalité. Parce que le soldat du camp de Boulogne, il est régulièrement occupé. Après s'être amusé avec quelques-uns de ses camarades autour d'un jeu de dés, François est appelé à l'entraînement.
Un bon chasseur doit savoir manier son fusil à la perfection, ce qu'on lui apprend justement dans le camp. Le soldat a, en théorie, 2 à 3 séances d'entraînement par jour, ce qui dure à peu près 2 heures, où le soldat s'exerce au tir. L'idée, c'est qu'il puisse augmenter sa cadence. Donc le soldat doit apprendre à tirer rapidement, à tirer de façon efficace et à tirer en volée en même temps que ses camarades. L'entraînement était régi à l'échelle du régiment. C'était le major du régiment qui avait la charge d'organiser les sessions d'entraînement, donc il nommait un chef instructeur, l'un des 2 chefs de bataillon, et ce chef bataillon ensuite choisissait des sous-officiers instructeurs et des soldats instructeurs. Du coup, les hommes, justement, doivent apprendre le pas cadencé, les différentes formations. Bon, évidemment, la ligne est celle qui est la plus travaillée, car c'est la plus commune. Sachant que le soldat de cette époque, c'est le soldat automate, c'est le soldat du drill prussien, dont l'individualisme est effacé. C'est-à-dire que lorsque le civil, le citoyen entre dans son régiment, l'idée c'est d'en faire un homme nouveau, un homme de corps. Un homme qui, quand il marche, il ne marche pas seul, il marche en fonction des autres. Et il s'efface parce que finalement, dans les formations tactiques de l'infanterie de l'époque, chaque soldat, en fait, est un pion. Donc le soldat doit justement apprendre à s'effacer, doit apprendre à marcher en même temps que ses camarades. Et pour ce qui est du combat à la baïonnette, alors déjà, il faut savoir que le combat à la baïonnette à l'époque est assez rare, surtout lorsque 2 formations se foncent dessus. Ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma encore aujourd'hui. Mais les combats à la baïonnette sont très très rares parce que la baïonnette a une dimension quand même psychologique qui est très forte. Donc le soldat a un entraînement à la baïonnette qui ne prend pas trop de place non plus. Voilà que le vent se lève sur le camp, ce qui annonce une énième nuit fraîche. Il faut dire que depuis le début de l'année, il a fait particulièrement froid. Heureusement, cette nuit, François n'est pas de garde, ce qui l'empêchera de souffrir avec le froid mordant qui règne à l'extérieur de sa tente. Mais alors que François devrait s'endormir avec les paupières lourdes, il ne peut s'empêcher de penser, comme tous les autres hommes de son régiment d'ailleurs, à ce que l'avenir lui réserve. Il paraîtrait qu'à l'Est, les Autrichiens, les Prussiens, les Russes amasseraient de plus en plus de troupes, et l'empereur devrait réagir rapidement. Mais comme chaque jour mérite sa peine, François y pensera demain. Dans le prochain épisode, vous découvrirez la vie de camp de Jean Teinturier, jeune croisé parti en Terre Sainte et dévoué à la cause de son Seigneur. Dans les rudes de terre du Proche-Orient, les menaces sont nombreuses. Mais d'ici là, n'oubliez pas que la guerre est plus douce quand on reste au camp. Merci à Charles Reversez, historien spécialisé dans le nord de la France sous le Premier Empire, pour sa participation à cet épisode de Quo Vadis Milites. Retrouvez dès maintenant mes autres contenus historiques sur ma chaîne YouTube.